notre invité politique ce matin, c'est Pierre Jouvet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen, secrétaire général du Parti Socialiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Pierre Jouvet, bonjour. Bonjour. On va évidemment parler du gouvernement Barnier. Pierre Jouvet, les premiers pas hier du gouvernement Barnier et du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a indiqué, je le cite, vouloir prendre tous les moyens pour faire baisser l'immigration en France. Que pensez-vous de cet objectif ? Que le Premier ministre a dit dans sa première réunion d'hier, je demande à mes ministres de travailler avant de communiquer. Et depuis 24 heures, je vois un ministre de l'Intérieur qui communique sans travailler. Vous vous rappelez... c'est pas du travail d'aller à la Courneuve à la rencontre des policiers. C'est pas notre génération, mais le général de Gaulle, dans une conférence de presse, avait dit « Vous pouvez sauter comme un cabri sur votre chaise et dire l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Bah là, Bruno Retailleau, il saute comme un cabri et il dit l'ordre, l'ordre, l'ordre. Mais avec quels moyens? Avec quel budget? Avec quelle politique en face? Tout ça, c'est pour l'instant de la communication. Et en fait, Bruno Retailleau est là dans un agenda personnel qui, pour l'instant, malheureusement, n'amènera pas une politique et une ligne de fond bien différente de celle qui a été faite par Gérald Darmanin jusqu'à présent. Stéphane. La communication, la fanfaronnade, en fait, il y a un discours très martial pour le ton qui est donné pour ce début un peu particulier, non? Vous savez, la droite n'a pas compris qu'ils avaient perdu les élections. C'est-à-dire qu'en fait, face à ce hold-up démocratique qui s'est déroulé sous nos yeux quand même, vous avez une coalition, le Nouveau Front Populaire, qui a réalisé le score de 193 députés, 8 millions de voix le 7 juillet. Et vous avez LR avec 47 députés et je ne sais plus combien de centaines de milliers de voix, qui est le groupe politique qui est 5e à l'Assemblée et qui là va truster tous les postes. Et donc oui, forcément, ils fanfaronnent parce qu'ils ont l'impression d'avoir gagné. Mais ils ne font pas mieux jouer que vous. Pourquoi vous n'avez pas soutenu la candidature de Bernard Cazeneuve? J'y reviendrai, mais ils n'ont ni majorité politique, ni majorité à l'Assemblée nationale. Donc tout ça est en réalité un gouvernement qui n'a pas de vie, qui n'a pas de tenue politique. Pour le reste, vous savez, nous, on a fait le choix de privilégier le projet politique. Et vous savez, j'entends depuis plusieurs semaines le débat sur on n'aurait pas soutenu Bernard Cazeneuve. Je vous le redis ici, tout ça est une fable en vérité. Tout ça est une fable parce que Emmanuel Macron n'a jamais eu l'intention de nommer Bernard Cazeneuve et il n'a jamais eu l'intention de nommer un Premier ministre de gauche. Nous avions dit au Parti Socialiste... Bernard Cazeneuve. Oui, il l'a reçu comme Xavier Bertrand. Vous avez vu ce qui a été fait à Xavier Bertrand, comme à Bernard Cazeneuve. C'est l'humiliation et le mépris permanent. Voilà ce que fait Emmanuel Macron. Et vous savez, nous, on avait dit une chose simple, sur le projet et sur le fond. Si, sur des lignes précises, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, le renforcement des services publics, notamment dans les milieux ruraux, sur la santé, etc. Il y a des réponses, nous soutiendrons le gouvernement. Vous pensez qu'Emmanuel Macron voulait ça? Non. Pour vous, c'est pas le vote au sein du PS qui a dit qu'il n'y avait pas de blanc-seing à Bernard Cazeneuve qui a fait capoter la candidature de Bernard Cazeneuve? Non, parce que ça, c'est ce qui a été repris en réalité par une part de nos opposants internes, décidant par la bonne occasion d'essayer d'affaiblir la direction et le premier secrétaire du parti. Et puis c'est repris par les macronistes qui essayent de se donner bonne conscience. Mais ils ont l'air malins aujourd'hui, les macronistes, qui se disent macronistes de gauche, à aller devoir applaudir Bruno Retailleau, tous les ministres LR qui sont sur les strapontins ministériels. Ils ont l'air malins, les gauches. Alors justement, on va revenir à Bruno Retailleau. Il dit les Français veulent plus d'ordre, d'ordre dans la rue, d'ordre aux frontières. Il n'a pas raison? Mais qui ne veut pas d'ordre, en fait? Parce que là aussi, c'est pareil. On est dans une forme de débat qui est caricaturé. Vous pensez que il y a un élu en France qui ne veut pas d'ordre? Moi, j'ai été maire et élu local pendant plus de 10 ans. Vous croyez que quand j'étais maire, je voulais pas de l'ordre dans ma ville? Mais si, l'ordre, c'est la première des choses qu'on veut pour les habitants. Donc tout le monde veut de l'ordre. La réalité, c'est que Bruno Retailleau, c'est le successeur de Nicolas Sarkozy à l'intérieur. D'ailleurs, il essaye de l'imiter depuis hier. Vous vous rappelez la dernière fois que la droite a dirigé ce pays, combien ils ont supprimé de postes de policiers et de gendarmes? 15 000. 15 000. Ça, c'est le bilan de la droite. Quand nous rétabli en partie par Emmanuel Macron. Oui, rétabli en partie. Quand nous, avec François Hollande, nous étions en responsabilité, nous avons essayé de recréer des postes supplémentaires. Là, aujourd'hui, on a un gouvernement qui, en réalité, va faire une rigueur budgétaire terrible parce qu'ils ne savent pas où trouver l'argent. Et donc, vous pensez que demain, ils vont trouver des policiers et des gendarmes? Quand on voit en Nouvelle-Calédonie, par exemple, les moyens policiers, plutôt d'ailleurs de gendarmerie, qui sont mobilisés, on sait très bien que les forces de l'ordre ne sont pas extensibles. Donc on peut essayer de faire de la communication. Le problème, c'est que tout ça n'amènera que de la déception. Que de la déception tant qu'il n'y a pas une politique de fond sur la sécurité, tant qu'il n'y a pas une politique de fond pour la lutte contre le narcotrafic. Le rapport de Jérôme Durain, qui a été fait, que vous connaissez bien ici au Sénat, est remarquable de ce point de vue-là. Il donne des lignes et des orientations. Que ces lignes et ces orientations soient reprises. Là-dessus, il n'a pas été assez ferme hier soir, Bruno Retailleau, sur le narcotrafic? Mais
il le dit par des mots. C'est ce que je vous dis. Les mots ne servent à rien. Les Français en ont ras-le-bol, Il y a un ministre qui est chargé de la sécurité du quotidien, que vous devez bien connaître, puisqu'il est maire de Valence, c'est votre département. C'est pas un bon signal, ça, qui est envoyé? Si, ça peut être un bon signal. Ça peut être un bon signal s'il y a des moyens. C'est ce que je répète. Quand on a le ministre de l'économie, le nouveau ministre de l'économie et des finances, qui se satisfait de la situation politique que lui a laissé son prédécesseur, alors que depuis 7 ans, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, qui étaient les Mozart de la finance, ont planté les comptes publics de ce pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sous surveillance quand même du Conseil de l'Europe et des institutions européennes pour notre budget. Comment voulez-vous que les marges de manœuvre soient dégagées quand, dans un même temps, je termine par là, ils ne veulent pas, cette majorité-là ne veut pas augmenter les impôts des plus riches, ne veut pas remettre en place l'impôt sur la fortune. C'est pas ce qu'a dit Michel Barnier. Ne veut pas mettre en place une taxe sur les super profits. Il ouvre la porte à la taxation des plus fortunés. C'est ce qu'il a dit sur France 2 dimanche. Et je reviendrai sur votre plateau voir l'ouverture de cette petite ouverture qu'il fait sur la taxation des super profits. Vous n'y croyez pas? Mais pas un instant. Des plus fortunés, il a dit. Mais c'est dans le logiciel même de la droite et de cette droite conservatrice qui, en vérité, n'a qu'une obsession, c'est de protéger les plus riches, celles et ceux qui, depuis des années, gagnent de l'argent sur le dos de tous les autres. Les seules annonces qui ont été amenées et qui ont commencé à être envisagées, c'est un gel du barème de l'impôt sur le revenu, qui aurait un effet immédiat d'affaiblir immédiatement les revenus des classes moyennes et des classes populaires. Donc on voit bien que c'est un gouvernement qui ne va pas améliorer la situation. Un mot après, je donne la parole à Stéphane, promis le MEDEF, puisqu'on parle des augmentations d'impôts. Le MEDEF qui dit ce matin qu'il n'est pas contre les augmentations d'impôts pour les entreprises. C'est un bon signal. Il était temps. Il était temps, quand on voit combien les marges ont été importantes pour certains grands groupes. Quand j'entendais, il y a encore quelques semaines, le patron de Total expliquer, M. Pouyanné, avec sa honte qu'on lui connaît, expliquer qu'il ne pouvait pas augmenter les salaires les plus faibles dans son entreprise. Et quand on voit les niveaux de revenus qu'il a gagnés lui-même et les taux de marge qu'ont fait certaines entreprises, heureusement, il était temps. Stéphane. Juste, Bruno Retailleau, hier, a évoqué l'immigration en disant qu'en fait, vous disiez que ce nouveau gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, ce qui est vrai, et c'est une majorité très relative. Mais Bruno Retailleau disait que sur l'immigration, il y avait une possibilité de passer par du réglementaire. Est-ce que vous attendez à avoir un gouvernement Barnier qui gouverne en chantant le Parlement et en publiant, en prenant des décrets ou des ordonnances? Oui, je crois que c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Mais c'est la suite logique de ce qui est fait depuis quelques années par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a un tel mépris des corps intermédiaires et du Parlement que dès qu'on peut chuinter le Parlement parce qu'on considère que les élus, qui ont été élus, je le rappelle, quand même par les gens, au suffrage universel, dans une élection, convoqués en urgence, et qui ont quand même des choses à dire, dès que ce que disent les parlementaires ne plaise pas, on va les court-circuiter. Donc oui, Bruno Retailleau va faire ça, et la deuxième option qu'il va choisir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il adopte un ton si martial. C'est qu'en fait, il veut ouvrir cette forme de majorité entre la droite de LR et les anciens macronistes au Rassemblement national. Il va remettre sur la table une loi immigration? C'est ce qu'il a l'air de dire, mais une loi de plus. Combien de lois immigration avons-nous vues depuis le début de la Ve République? C'est pharaonique. Et tout ça, pour quel résultat derrière? Vous voyez, moi je pense qu'à un moment, on doit arrêter ces grands effets de manche, ces effets de communication, travailler sérieusement, prendre les sujets un par un, arrêter de cibler des populations entières pour faire plaisir à un électorat comme le fait M. Retailleau. M. Retailleau, en fait, il agite, et je pense qu'on va être malheureusement au quotidien en regard de ça. Il agite des peurs, il agite des sentiments, il agite une forme de racisme permanent, sans le dire, en le cachant à moitié, avec ce ton martial. C'est insupportable, parce que ça ne règle absolument rien, et en plus de ça, ça fracture la société. Dans un moment où notre pays, je le crois, est très divisé, on l'a vu, la polarisation du débat politique est une forme, en réalité, de fracturation de notre pays. Je crois qu'on doit avoir de l'apaisement, et on ne doit pas avoir des responsables politiques qui, en permanence, viennent rajouter de l'huile sur le feu et veulent opposer les gens les uns aux autres. À propos des responsables politiques, un dernier mot sur la composition du gouvernement. Pourquoi est-ce que Didier Migaud a accepté le poste de ministre de la Justice, selon vous? Posez-lui la question. Je ne sais pas ce que Didier Migaud va faire dans cette galère. Et d'ailleurs, quand vous voyez hier Didier Migaud, qui était dans un journal de 20 heures, Bruno Retailleau était dans l'autre journal de 20 heures et il se répondait par journal de 20 heures interposé. L'un disant la justice ne fait pas assez, l'autre disant il faudra que je travaille mieux avec le ministère de l'Intérieur. Ce pauvre Didier Migaud a été mis comme, je sais pas, une forme de symbole
on l'a mis numéro 2 du gouvernement. Bon, Didier Migaud, il a quitté le Parti Socialiste en 2010. Vous savez, donc je pense que ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait plus entendu parler de politique. Et je rappelle d'ailleurs au passage qu'il n'est pas à sa première, puisqu'en 2010, quand il quitte le Parti Socialiste pour être nommé à la Cour des comptes. Et à l'époque, il est déjà nommé à la Cour des comptes par Nicolas Sarkozy, alors que je le rappelle, en 2010, le Parti Socialiste est en train de construire sa dynamique de victoire pour l'élection présidentielle de 2012. Donc finalement, je pense que Didier Migaud, en fait, un choix de carrière bien tracé. Tant mieux pour lui s'il est heureux d'avoir sur sa carte de visite le mot de garde des Sceaux. Stéphane, on parle du discours de politique générale ? Oui, sur ce que va faire le gouvernement ou pas. Pour l'instant, il y a quand même un certain flou. Il y a plein de trous dans le programme. On en saura plus le 1er octobre avec le discours de politique générale du Premier ministre et dans la foulée la présentation du budget, qui vont être les 2 rendez-vous clés. Est-ce que Michel Barnier peut encore surprendre son monde lors de ce discours de politique générale, ou pour vous la messe est déjà dite ? Ah, je ne sais pas qui l'a surpris jusqu'à présent, Michel Barnier. Parce qu'en tout cas, la composition du gouvernement vous a pas surpris ? On ne connaît pas les gens. Donc si, c'est peut-être un peu surprenant. C'est-à-dire que, mis à part Bruno Retailleau, sinon tout le reste, on ne connaît personne. Enfin voilà, c'est un alliage entre des LR, des amis de Wauquiez recyclés, un peu d'amis de Il y a beaucoup de parlementaires, il y a des parlementaires et des élus locaux. Bon, très bien, c'est heureux comme ça. Le maire de Châteauroux, le maire de Valence, moi j'ai beaucoup de respect pour ces élus locaux, qui d'ailleurs mettent beaucoup de précipitation à communiquer dans la presse locale pour dire qu'ils seront d'abord et avant tout maires de leur ville et en même temps ministres. Bon, on voit bien que tout ça est un alliage absolument baroque. C'est un alliage de briques et de broc qui ne tiendra pas, puisqu'il n'y a aucun ciment qui les tient sur le fond. Et d'ailleurs, on a vu depuis 15 jours... Donc c'est pas la peine d'attendre le contenu du discours de politique générale. De toute manière, nous, on a été très clairs. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a dit que le Parti Socialiste et les députés socialistes déposeront une motion de censure. Nous, notre objectif, je vous le dis, c'était pas votre position au tout départ. Nous, c'est de faire tomber... Ça consistait quand même à dire on va attendre le discours de politique générale, on verra après. Là, mais nous, notre objectif, quoi que dise Michel Barnier, notre objectif, il est simple. Ce sera la censure. Nous voulons censurer ce gouvernement, le faire tomber le plus vite possible. C'est possible. Pour revenir, je ne sais pas, on verra. Chacun devra prendre ses responsabilités. Mais comment c'est possible sans le Rassemblement national ? Non, c'est possible peut-être parce que certains, justement, chez les macronistes, vont peut-être enfin prendre cette conscience. J'entendais hier Stella Dupont, la députée Stella Dupont, qui dit qu'elle va peut-être voter la censure. Mais moi, je lance ce matin un appel aux députés macronistes qui nous ont expliqué pendant des mois et des années, la main sur le cœur, qu'ils étaient l'aile gauche de la Macronie. Eh bien, je leur dis ce matin sur votre plateau, si vous êtes l'aile gauche de la Macronie, il est temps de quitter ce navire qui est en train de couler et de sombrer. Si vous voulez participer à la construction de la nouvelle droite française, vous pouvez rester. Si vous voulez construire une alternative politique à gauche, rejoignez-nous. Il est temps que chacun prenne en responsabilité, au fond de ce qu'il pense, au fond de ce qu'il a dans ses tripes, la mesure de ce qui est en train de se poursuivre. C'est qui l'aile gauche de la Macronie ? Il y a encore une aile gauche de la Macronie ? Combien de divisions ? Combien de navires ? Je ne sais pas. Mais j'entends certains députés expliquer qu'ils sont l'aile gauche. J'entends la ministre Agnès Pannier-Runacher, pour qui j'ai du respect, expliquer « je suis de gauche, personne n'a le monopole de la gauche ». Évidemment, personne n'a le monopole de la gauche. Mais écoutez, quand Mme Pannier-Runacher se dit de gauche et qu'elle va participer à un gouvernement de droite conservateur, où vous avez en vérité dans ce gouvernement la moitié de la tête de cortège de la Manif pour tous, comment vous pouvez vous dire de gauche et le matin arriver en Conseil des ministres avec vos collègues ? Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, tout ça est pour dire que nous souhaitons reprendre le cours normal des choses. Il y a une élection législative qui a été impulsée par le président de la République parce qu'il a été vexé du résultat d'une élection européenne. Emmanuel Macron a été battu aux élections européennes. Il a été battu au premier tour des élections législatives, au deuxième tour des élections législatives, et il fait croire qu'il a encore le pouvoir et qu'il peut impulser sa politique. Mais ça suffit, c'est un déni démocratique qui est insupportable. Donc nous disons, nous devons faire tomber ce gouvernement pour mettre en œuvre la politique pour laquelle les Françaises et les Français ont voté et aller chercher partout à l'Assemblée nationale les possibilités de rassemblement avec celles et ceux qui veulent abroger la réforme des retraites, avec celles et ceux qui veulent augmenter les salaires, avec celles et ceux qui veulent faire de la lutte contre les déserts médicaux une priorité politique. Voilà. Justement, on va parler de la réforme des retraites, puisque Michel Barnier ouvre la porte à une renégociation de cette réforme sur la question des femmes, des carrières longues, la pénibilité. Vous saisissez cette main tendue ? Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. À partir du moment où vous pouvez avoir des améliorations, moi, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un écran de fumée, là encore. On est dans un moment où, là, à partir du mois de janvier, on va avoir des gens qui vont être concernés par cette nouvelle réforme.
C'est 2 ans de vie qu'on enlève à des gens. C'est 2 ans de vie qu'on rajoute pour des personnes qui ont eu des métiers difficiles, des métiers pénibles, etc. Et donc, il faut aller vite. Quand on nous a présenté cette réforme des retraites comme étant celle qui irait sauver les finances de l'État. Vous avez vu le niveau du déficit? Vous avez vu le trou dans lequel on est? Et quand on voit que les premiers rapports qui sont faits, notamment par le corps, démontrent, le Conseil d'orientation des retraites démontre qu'en réalité, les effets de la réforme des retraites n'ont pas de poids sur la résorption des déficits publics, et enfin, on se dit, mais pourquoi ont-ils fait ça? Est-ce que les socialistes voteront l'abrogation de la réforme des retraites présentée par le Rassemblement national fin octobre? Les députés vont encore en discuter. Je vais vous donner ma position personnelle. Je suis défavorable à ce que nous votions ce texte. Je suis défavorable parce que là aussi, c'est un leurre des amis de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Ils veulent se repeindre avec un vernis social quand on sait qu'en vérité, si le gouvernement Barnier est là, c'est parce qu'ils ont donné leur blanc-seing. Si le gouvernement Barnier tient, c'est parce que Marine Le Pen a préféré un gouvernement de droite, conservatrice, de droite libérale, qui va donc mener une politique pro-patron, pro-business, qui n'améliorera pas la situation des classes moyennes et des classes populaires, plutôt que de ne rien dire sur un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Donc Marine Le Pen doit assumer ses choix. Aujourd'hui, Marine Le Pen sera comptable des choix de ce gouvernement Barnier, parce qu'elle le soutient. Elle peut dire sur les plateaux Mais télé... vous-même, à l'inverse, vous ne pouvez pas faire la censure sans le Rassemblement national. Ah ben, on verra, c'est ce que je vous dis. Moi, je vous dis, j'attends de voir. Je pense que les députés sont des femmes et des hommes libres. Et ben, j'attends de voir qu'ils se Mais positionnent. vous avez 146 députés d'un côté, quelques macronistes de gauche de l'autre. Comment vous allez faire tomber le gouvernement sans le RN? Nous verrons si le RN peut aussi participer. On verra à ce moment-là qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Ce sera aussi un moment où on posera. Donc vous ne votez pas les textes choses. RN, mais vous attendez que le RN vote la censure socialiste. En tout cas, moi, je ne suis pas favorable à voter des textes RN. Mais vous attendez que le RN vote la censure du PS. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne demande rien au Rassemblement national. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'appliquerai, comme nous l'avons fait au Parlement européen, comme je le pousse partout en France, le cordon sanitaire. Le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres et je ne le banaliserai jamais. Donc il n'est pas question de voter leur texte. Stéphane. Un mot sur le Parti socialiste. Vous évoquiez tout à l'heure les oppositions internes qui s'étaient exprimées au moment des histoires de nomination de Premier ministre. Quelle est l'ambiance au sein du PS aujourd'hui? Le groupe vit bien? Écoutez, nous, on est au travail, on fait ce qu'on doit faire pour les Françaises et les Français. Certains ont fait une spécialité de faire de l'opposition interne leur levier d'existence, notamment médiatique. Moi, je le regrette. Vous savez, avec Olivier Faure, on a pris un parti, et Olivier Faure, quand il est devenu premier secrétaire du PS, en 2018, j'étais des premiers qui l'ont accompagné. On avait un parti socialiste qui était en lambeaux, qui était mort. Tout le monde était parti. On a reconstruit peu à peu les étapes. On a rediscuté avec toute la gauche. On a réussi nos municipales. Puis ensuite, on a réussi des élections sénatoriales. Puisqu'on est sur Public Sénat, vous pourriez demander à Patrick Caner, les bilans ont toujours été bons. Ensuite, on a fait une élection présidentielle où, je le rappelle, la ligne de nos opposants politiques en interne, nos minorités comme on dit, s'est testée à l'élection présidentielle. Ça a fait 1,7% cette ligne à l'élection présidentielle. Alors on peut continuer, on peut ne jamais faire le bilan des séquences électorales. Puis ensuite, nous, on s'est remis au cœur de la gauche. Sauf que, pardon, mais cette ligne aux européennes, elle a fait 14%. Non, excusez-moi, j'étais numéro 3 de la liste de Raphaël Glucksmann. Et Raphaël Glucksmann, il affichait clairement une rupture avec la France insoumise. Oui, mais le sujet n'est pas rupture ou pas rupture avec la France insoumise. Pour beaucoup de vos opposants, si, quand même. Non, parce qu'en fait, le sujet, ça c'est un leurre, parce que le NFP, qui a permis, le nouveau Front populaire, qui a permis de rassembler toute la gauche, il a permis aux députés socialistes de revenir 2 fois plus nombreux qu'avant la dissolution. Nous sommes le groupe politique qui a progressé de 110%, la plus grosse progression à l'Assemblée nationale, parce que notre électorat, il attend aussi ce rassemblement de la gauche et de l'écologie. Donc il faut rester allié avec la France insoumise. Mais le sujet, c'est pas de rester allié avec LFI. Moi, vous savez, je me demande pas tous les matins ce que pense la France insoumise, et Olivier Faure non plus. On n'est pas marié avec la France insoumise. Ça, c'est de la communication qui est faite par nos opposants. Ce que fait la France insoumise, mais vous faites partie du même ensemble. Mais on fait partie d'une coalition avec les écologistes ou avec les communistes. Et dans une coalition, il y a des divergences d'approche, il y a parfois des divergences de fond. Et au sénatorial, je n'ai pas fait d'accord avec la France insoumise. Et peut-être que demain, dans d'autres élections, je ne ferai pas d'accord avec la France insoumise. Et j'ai des divergences d'approche. Dans ce qui se passe, par exemple, en ce moment même sur les relations internationales, j'ai des divergences de point de vue. Donc il n'y aura pas forcément un candidat unique de la gauche en 2027 ? Mais c'est pas certain. Non, c'est pas certain. Et vous savez, ce qu'on arrive à faire, c'est comment est-ce que la meilleure stratégie à gauche peut nous permettre demain de gagner ce pays? Moi, ce qui m'importe, c'est de changer la vie des gens. Vous savez, je crois que les partis politiques et les élus sont parfois entre eux irréconciliables.
Je ne crois pas que les électeurs le soient. Et je crois qu'au contraire, nos électeurs, les femmes et les hommes de gauche, à un moment, ils veulent qu'on leur donne une ligne. Comme l'avait dit Raphaël Glucksmann dans sa campagne, un cap clair. Et bien moi, je veux qu'on donne un cap clair aux femmes et aux hommes de gauche dans ce pays. Stéphane. Un mot sur l'Europe, puisque vous êtes député européen. On découvre que les négociations entre l'Europe et les pays d'Amérique latine pour faire aboutir le traité du Mercosur, en fait, ne sont pas arrêtées. Il pourrait y avoir une démarche qui aboutit cet automne, malgré la demande des agriculteurs. Est-ce que la ratification de ce traité pourrait relancer les manifestations paysannes partout en Europe? Je vois que les manifestations paysannes ne sont pas tout à fait arrêtées, qu'il y a des reprises. Dans mon département de la Drôme, il y a un certain nombre d'interrogations qui sont posées. Ce serait un très mauvais signal. Et moi, je ne souhaite pas que ce traité soit repris. Je ne souhaite pas qu'il puisse être ratifié. Moi, je veux que l'Europe soit capable de protéger ses industries, de protéger ses agriculteurs, de protéger ses citoyens. Que l'Europe arrête d'être la grande naïve du monde, qu'on arrête d'être les béats de cette mondialisation qui est incapable de se protéger face aux grands défis qui sont devant nous. On voit que les États-Unis ont été capables de le faire sur l'industrie automobile. On voit que la Chine l'a fait en nous vidant un certain nombre d'industries. Eh bien moi, ce que je porte au Parlement européen, avec Raphaël Glucksmann et l'ensemble de mes collègues, c'est cette capacité pour l'Europe à retrouver sa souveraineté, à redevenir forte et à être capable de protéger. Que l'Europe nous permette non seulement de progresser, mais aussi d'avancer. Et que ce soit un horizon pour les Françaises et les Français qui soit un horizon positif et pas simplement un horizon qui mette soit des normes, soit des craintes supplémentaires. On avait un commissaire européen français qui était au cœur de ce dispositif-là, notamment sur la souveraineté, Thierry Breton. Il a démissionné. Aujourd'hui, on a Stéphane Séjourné avec un autre portefeuille. La nouvelle commission, elle est plutôt favorable à la France ou pas? Ah non, elle est très défavorable à la France. Et d'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire européenne qu'on voit un président de la République se faire, c'est même plus tordre le bras, c'est casser le bras par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Thierry Breton, qui avait mis en place des mesures courageuses, notamment dans le contrôle et dans la surveillance des grands groupes de réseaux sociaux, s'était mis en affrontement avec Ursula von der Leyen, qui en fait a demandé sa tête à Emmanuel Macron, et qui l'a obtenue. En échange d'un soi-disant plus grand portefeuille, réalité plus grand portefeuille qui ne l'est pas pour l'instant à ce stade. Et donc Thierry Breton, qui avait pris de face, en réalité, les GAFAM, qui avaient aidé la souveraineté européenne à se reconsolider, a été sacrifié parce qu'Emmanuel Macron est faible politiquement. Il est faible sur la scène européenne, comme on le voit là, il est faible sur la scène internationale. Et permettez-moi d'un mot, puisque la situation est dramatique dans ce qu'on voit au Proche-Orient et notamment au Liban. Moi, je m'inquiète de voir que la faiblesse de la prise de parole de la France devient structurelle et qu'on est incapable en réalité, depuis un an notamment, d'imposer des discussions, un cessez-le-feu, des négociations demain pour éviter que le Liban s'enflamme et que le Liban redevienne un nouveau Gaza et qu'on ait des milliers et des milliers de civils qui soient tués. Et je pense que la France doit reprendre sa place dans le concert des nations au niveau international et qu'il faudrait qu'Emmanuel Macron s'en occupe un peu. Merci Pierre Jouvet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, Stéphane, c'est le gouvernement Barnier qui fait ses premiers pas. C'est à la une de votre journal. Merci Stéphane. On se retrouve jeudi à Strasbourg, au Congrès des régions de France.